Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde. Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Huegban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie. Christ est la solution. Décharge-toi sur lui. Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés, non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jesuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Est-ce que la solution existe? On va prier. Excellent Père de gloire, Saint-Esprit de Dieu, merveilleux Seigneur Jésus, nous venons encore une fois encore à tes pieds. Je te dis merci. Notre gratitude pour toi est sans limite, elle sera toujours sans limite, parce que tu fais de grandes choses dans nos vies et que dans tous les cas, Seigneur, tout concourt à notre bien. S'il te plaît, Seigneur, d'être ici l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier. Sois ici le premier dans le cœur de chacun de nous, prédispose le Seigneur à communier avec toi et écouter ta parole. Utilise-nous puissamment, Seigneur, pour dire non pas ce que nous voulons, mais pour dire ce qui vient de toi, pour édifier, pour encourager, pour fortifier ton peuple. Donne-nous, Seigneur, parce que tu nous as dit que nous périssons faute de connaissance, la grâce de contribuer par ta parole au recul de l'ignorance, afin que prospère, afin que s'épanouisse ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la grâce d'être au club Jésus pour ici. Merci, Seigneur, parce que ce club fait le pari que tu vas honorer ton nom, que pour ta gloire, Seigneur, tu feras porter des fruits à nos vies. Nous te prions, Seigneur, comme toutes les fois, de faire en sorte que par nos vies qui t'obéissent, nous démontrions vraiment que l'obéissance à ta parole veut mieux que tous les sacrifices, Seigneur. Donne-nous une fois encore la grâce de communier avec toi, de comprendre ta parole, non pas seulement dans un esprit religieux, mais dans le sens de le comprendre, de le mettre en application pour porter des fruits, pour être béni par toi. Conduis-nous, Seigneur, tout au long de cette séance. Donne-nous de mieux comprendre nos problèmes. Donne-nous de sortir d'ici outils renforcés pour les briser, pour les contourner ou pour les porter comme nos croix que tu nous as invités à porter. Merci, Seigneur, parce que tu nous fortifies quoi qu'il en soit. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu es ici. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bienvenue. Alors, sans perdre de temps, nous allons y aller directement avec les attentes. On va être concis. Qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire? Allons-y rapidement. Les attentes. Nous commençons toujours par cela, parce que pour gagner quelque chose, pour trouver quelque chose, pour rencontrer une opportunité, il faut commencer par savoir ce qu'on veut. Quand on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas le trouver, parce que même si on le trouve, on ne le reconnaît pas. Et donc, pour reconnaître dans la vie ce qu'on veut, il faut commencer par s'assurer ou par se rappeler, par découvrir soi-même qu'on le cherche. Et donc, les attentes, c'est l'occasion de dire ou d'essayer de deviner ou de réaliser soi-même qu'est-ce qu'on attend de la séance. J'appelle l'attente ce qu'on sait profondément qu'on a besoin. On a un problème, on est dans une situation, on veut faire des choses, on espère faire des choses. Et donc, on formule dans ces mots du fond du cœur ce qu'on attend. Alors, allons-y avec les vraies attentes maintenant. Le micro, s'il vous plaît. Alors, moi, je voudrais demander, dans une négociation, par exemple, quel que soit le point de la négociation lequel on veut négocier, quelles sont les attitudes qu'on doit avoir lors d'une négociation? D'accord, c'est concis. Les attitudes. Quoi d'autre? On continue?
je suis déjà presque à la phase de la négociation. C'est-à-dire que je m'attends à ce que le client me dise oui et subitement, il peut me remettre à plus tard. Et quand il me remet à plus tard, à chaque fois que je reviens le voir, j'ai comme l'impression que je lui mets trop la pression. J'ai comme l'impression que je le dérange. Dans ce genre de situation, comment est-ce que je pourrais m'en sortir pour ne pas donner l'impression à un client que je lui mets trop la pression et arriver à mes fins? L'autre chose, c'est comment est-ce que je pourrais coordonner une équipe pour pouvoir les emmener dans les motivations que je souhaite réellement? Coordonner une équipe. Alors, qu'est-ce que vous appelez les emmener dans les motivations que vous souhaitez vraiment? Quand je fais des plans et que je leur donne, parfois j'ai comme l'impression que je leur impose déjà quelque chose et je ne suis pas sûr que dans ce genre de situation, ça pourrait fonctionner. Mon problème, c'est comment est-ce que je pourrais amener mon équipe à adhérer à votre méthode et à votre vision. Voilà. D'accord, j'ai compris. Sans pour autant avoir l'impression que j'impose. D'accord, j'ai compris. D'accord. Ensuite? Merci. Moi, je vois que un négociateur peut être aussi un médiateur. Maintenant, ma question est de savoir quelles peuvent être les aptitudes d'un négociateur. Merci. Oui, on continue. Oui, quand est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a négociation? Oui, on continue. Ma question est celle-ci. Oui, est-il toujours possible de réussir toutes les négociations si on se met dans le cas où, par exemple, c'est deux parties qui sont en négociation où il y a une partie qui tient forcément à quelque chose et l'autre partie veut que cela soit mis de côté? Est-ce que dans une situation pareille, on peut réussir une négociation? Comment on peut faire pour réussir une négociation dans une situation pareille? D'accord. Ensuite? Oui. Qu'est-ce qu'il faut éviter dans les négociations? D'accord. Ensuite? Merci. Moi, j'aimerais savoir déjà s'il y a différentes formes de négociation. Oui. Et aussi, j'aimerais savoir, quand on parle de négociation, on pense souvent au fait qu'on veut rencontrer des clients, des gens, je sais qu'on veut prendre peut-être de l'argent ou avoir un financement. Maintenant, j'aimerais savoir quand c'est toi là, dans la position où c'est toi qui dois laisser un marché ou donner de l'argent, quel doit être l'état d'esprit dans les deux cas? Donc, négocier en tant qu'acheteur, en fait. Oui, en tant qu'acheteur et vendeur. D'accord. Ensuite? Je voulais demander si il y a un plan d'action à suivre pour négocier. Plan d'action, d'accord. Ensuite? La différence entre négocier et marchander. Oui. Comment négocier pour avoir un partenariat avec quelqu'un? Oui. Avant de négocier avec quelqu'un, est-ce qu'il est important de tout connaître sur cette personne? Oui. D'autres choses? On y va. J'aimerais savoir ce qui veut rendre une négociation difficile. D'accord. Ensuite? Peut-on négocier avec Dieu? Oui. Que peut faire un chrétien qui joue à l'intermédiation entre deux parties et qu'il se rend compte que ces deux parties ne se comprennent pas? Que doit-il faire pour être bien vu des deux côtés? Ça ajoute une précision. Oui, ensuite? Moi, j'aimerais savoir comment négocier avec un supérieur qui a tous les pouvoirs sur soi. Oui, ensuite? Moi, je voudrais demander, je sais que les gens ont déjà posé la question, mais je voudrais être un peu curieux pour demander quand est-ce qu'on peut parler de négociation? D'accord, on a déjà la question. Normalement, qu'est-ce que c'est que la négociation? Quelque part, je crois. Hein? Qu'est-ce que la négociation? On a ça déjà, oui. Il y a une question? Il y a autre chose? Parfait. Ok, alors je vous remercie. On va essayer d'y aller directement. Dans tous les cas, tout au fil du séminaire, aujourd'hui comme demain, on pourra toujours poser des questions. Je vais commencer un peu par les préliminaires sur la négociation. La première question ou la première chose qu'il faut clarifier, c'est quels sont les enjeux d'une négociation? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il est important de négocier? Parce que souvent, les gens ont l'impression qu'on négocie seulement quand on n'a pas le choix. Les gens négocient presque toujours quand ils sont contraints de négocier parce que c'est la seule manière d'avancer. C'est une erreur. Ce n'est pas vrai qu'on ne doit négocier que quand on n'a pas le choix. La négociation, quand on comprend ce qu'elle est, doit être utilisée à temps et à contre-temps, aussi bien dans les affaires, dans la politique, que dans votre couple, qu'avec vos enfants, qu'avec vos étudiants, qu'avec vos amis. Bref, c'est quelque chose qu'on devrait user et abuser dans tous les cas. Pourquoi? La négociation, c'est le fait pour deux parties qui ne sont pas a priori d'accord sur quelque chose, de discuter entre eux, de s'entendre, de travailler ensemble, à arriver à un accord.
Un accord, je ne dirais pas qu'il satisfasse toutes les parties, mais que toutes les parties acceptent. Et pour mieux comprendre la négociation, il faut peut-être comprendre qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas la négociation. Quelle est l'alternative à la négociation? L'alternative à la négociation, c'est une situation où deux personnes, effectivement, ou deux camps, ou deux parties ne sont pas d'accord, et où la partie la plus forte impose à l'autre, généralement par la force, qu'elle soit physique, psychologique, morale, financière, ou quelle que soit ce qu'elle est, impose à l'autre partie son point de vue. Arrache par la force à l'autre partie son point de vue. Au lieu de s'entendre avec l'autre partie pour trouver un point d'accord qui, même si tout le monde ne sort pas à égalité d'intérêt, est un accord où tout le monde dit, bon, je peux accepter ça comme ça. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon d'arracher les choses par la force. Parce que c'est ça, en fait. L'intérêt de la négociation vient de ce que, quand on s'y connaît bien, on n'est jamais gagnant d'arracher quelque chose par la force. Si quelqu'un ne comprend pas tout ce qu'il perd à obtenir quelque chose par la force, il ne comprendra jamais pourquoi il faut négocier et ne pourra jamais se donner la peine de devenir bon négociateur. Arracher quelque chose par la force a de nombreux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut être très fort pour arracher les choses par la force, et ça a un coût que d'être fort. Coût militaire, coût financier, coût émotionnel, on est stressé, bref. Il y a un coût énorme à se mettre en position de force pour arracher par la force. Première chose. Deuxième chose, quand vous arrachez quelque chose par la force, là nous parlons en tant que chrétiens, il est très très rare que ce soit sans péché. Il faudra forcément commettre une série de péchés en chemin pour pouvoir arracher des choses par la force. Et qui dit péché, pour nous qui commençons à connaître Dieu, dit malédiction. Qui dit malédiction dit que vous n'avez pas la bénédiction de Dieu, donc tôt ou tard, ça sera suivi de chagrin. Deuxième chose donc. Troisième chose, quand vous arrachez quelque chose par la force, c'est que vous êtes obligé de l'entretenir par la force. C'est facile de destituer Saddam Hussein et de le pendre. C'est facile de tuer Ben Laden. C'est facile de faire tomber un dictateur comme Kadhafi. Mais ce n'est pas facile de s'asseoir sur la Libye ou sur l'Irak et de piller tranquillement le pétrole. C'est des morts tous les jours, c'est des bombes qui explosent, c'est des gens qui ne peuvent pas dormir, c'est une opinion publique qui est tout le temps en train de revendiquer, c'est des milliers en armement, c'est des milliers en renseignement. Quand vous regardez bien, jamais on ne prend quelque chose par la force pour en jouir tranquillement en pensant à autre chose. Quand vous arrachez quelque chose par la force, vous brimez les autres, vous créez en eux un sentiment de revanche, parfois éternel. Il y a même des sentiments de revanche qui se lèguent de génération en génération. Vous allez voir, je connais des familles où il y a deux camps dans la famille qui ne se parlent pas parce qu'il y a 200 ans, il y a un problème de 250 francs ou parfois de 25 francs entre leurs deux parents, ou d'un lopin de terre qui ne valait rien, ou d'un truc ridicule. Quand quelqu'un se sent brimé, quitte à tout perdre, puisque comme on dit qu'à brimé, on n'a plus peur de couteau, il est prêt et il cherche, il investit, il est tapis dans l'ombre à attendre une occasion de revanche. Cela vous oblige à investir, à vous concentrer, à faire attention pour vous protéger, rendant très très élevé le coût de revient de ce que vous avez. Cela vous empêche de dormir, on l'a déjà dit, et cela vous fait risquer à tout moment des sabotages. Parce que, comme on le dit en France chez nous, tu peux ne pas vouloir donner ton gari à un petit garçon qui te le demande parce que tu es fort, mais tu ne peux pas l'empêcher de rester loin, de jeter du sable dedans, et dans ce cas, tu ne le mangeras pas, lui aussi ne le mangera pas. Quand vous obtenez quelque chose par la force, vous pouvez garder le plat, mais vous ne pouvez jamais empêcher le perdant de mettre du sable dedans. Donc, quand on regarde à tout cela, à moins d'y être absolument contraint, il n'est pas intéressant. Je ne parle même pas de question de morale, il faut. Je parle en termes même d'intelligence, d'intérêt. Il n'est jamais intéressant de prendre quelque chose par la force. Et si vous êtes obligé de prendre quelque chose par la force, débrouillez-vous pour qu'une fois que vous êtes en position de force, vous preniez l'initiative d'obtenir un accord. C'est-à-dire qu'il y a des accords qui s'obtiennent sans que personne n'ait gagné, mais il y a des accords que le gagnant initie au moins pour régler les problèmes de revanche. Je peux gagner, on s'attend à ce que j'enferme tout le monde, et puis j'appelle les gens qui ont perdu, je pourrais vous enfermer, je ne vais pas vous enfermer. Bon, je vous conseille telle chose, de telle sorte que même s'ils n'ont pas gagné, le perdant a un minimum de raison d'accepter l'accord, de faire contre mauvaise fortune bon cœur,
et n'est plus aussi bien humainement que spirituellement légitime à vous en vouloir. Parce que la Bible nous dit que toute malédiction sans cause sera sans effet. Le contraire veut exactement dire la même chose. Si vous méritez une malédiction et qu'elle est prononcée contre vous, elle aura de l'effet. Quand vous brimez des gens et qu'ils vous maudissent, il y a de grandes chances que ça ait des effets. Donc, au pire, si vous n'arrivez pas à éviter de prendre les choses par la force, encore que je vous le conseille fortement de l'éviter, quand vous avez fini de les prendre, initiez de quoi verrouiller ce que vous avez pris par la négociation. Évidemment, à ce moment, vous êtes relativement fort, ce n'est plus une vraie négociation, mais débrouillez-vous pour sceller ce que vous avez conquis par un accord de paix, parce qu'il est toujours trop cher et généralement vain d'essayer de garder quelque chose par la force. Parce que vous êtes très fort aujourd'hui, mais écoutez, ne serait-ce que par le fait de l'âge, vous allez vieillir. On a vu des gens comme Mobutu et consorts ici. Au pire, le lion vieillira. Quand il vieillira, le tigre vieillira. Il n'aura plus 7 ans. Donc, il y a des gens qui seront jeunes quand vous vieillirez. Donc, vous ne pouvez pas bâtir dans la vie une stratégie qui consiste à ne pouvoir dormir que quand vous êtes fort. Parce que quand vous devenez faible, quand la fin s'approche, et la fin de toute chose, sauf de Dieu, est inévitable, dans tous les cas, vous devrez ramasser ce que vous avez semé par la force. Donc, ça c'est la base. Si on ne le comprend pas, on se dit, mais pourquoi négocier? Rien ne m'oblige à négocier. Quand vous comprenez ça, vous négociez tout. Parce que vous ne gagnez rien qui n'ait été négocié. La Bible nous dit d'ailleurs, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être entendues? Ce n'est pas possible de faire durablement quelque chose avec quelqu'un sans s'être minimalement entendu. Vous ne pouvez pas bien faire quelque chose. Le faire sans que ça ne soit suivi de chagrin si vous ne vous êtes pas minimalement entendu avec les gens. Avec votre femme, avec vos enfants, avec vos parents. Quoi qu'il en soit, faites toujours en sorte qu'il y ait un accord. Vous voyez même des gens comme Abraham et consorts, même quand Dieu les appelle, ils veulent partir. Leur famille ne comprend pas. Leur famille dit non. Mais ils insistent, ils expliquent juste pour que le père dise, ok, va, tu as ma bénédiction. Le père peut le dire à contre-cœur malgré lui, mais pour qu'il le dise, ça veut dire qu'on arrive à une situation où, bon, il a quand même eu en contrepartie du départ un certain nombre d'assurances, un certain nombre de choses qui font qu'il décide de laisser tomber au moins. Donc, même sur l'appel de Dieu, ne vous mettez pas souvent dans des situations où des gens sont tellement furieux qu'ils sont prêts à tout. Essayez autant que faire se peut de négocier un accord pour avoir défaut de la bénédiction des gens, au moins le laisser aller des gens. Ça, c'est la première chose. Et donc, si partant de là, on se dit qu'il faut toujours négocier, on se retrouve ensuite dans différents cas de figure. Il y a négociation, en réalité, quand il y a match. Parce que la négociation, c'est 2 parties qui se mettent ensemble pour trouver un accord. C'est 2 parties qui, initialement, par exemple, sont au point A pour l'un, au point B pour l'autre, pour leur position initiale. Naturellement, A veut que l'accord soit signé en A, B veut que l'accord soit signé en B. Évidemment, A ne veut pas aller en B et B ne veut pas aller en A. Si l'un d'entre eux est totalement fort et ne risque aucune revanche, est sûr de lui de manière définitive, supposons que A sache que lui n'a rien à craindre, il peut imposer la position A et rien ne se passera jamais, qu'il ne paie rien à l'imposer par la force, il ne peut pas y avoir de négociation avec B. Il y a une négociation quand il y a match. Il y a une négociation quand un certain nombre de conditions sont réunies. Première condition, il faut que les 2 parties veuillent négocier et souhaitent sincèrement, j'insiste sur le mot sincèrement, un accord. Pour qu'il y ait une négociation, il faut que les 2 parties souhaitent sincèrement un accord. Nous avons beaucoup de négociations où, pour une raison, où les 2 parties ou une partie négocie parce que tout le monde la regarde et qu'il faut bien négocier, mais dans le fond ne souhaite pas avoir d'accord. Si vous êtes dans un pays où, par exemple, des rebelles ont pris les armes, depuis qu'ils ont pris les armes, il y a plein de puits de pétrole, de gisements de diamants, de gisements d'or qu'ils pillent tous les jours. Chaque jour, ils se partagent en 3 milliards. Vous leur dites d'aller à un accord de paix pour que la guerre s'arrête. Quand la guerre s'arrête, c'est 3 milliards en cash de moins par jour. Ça veut dire que quitte à penser à négociation pour un accord dans 1 an, dans 2 ans, la réalité c'est que eux, s'ils ne risquent pas, s'ils se disent pas par exemple, mais ça c'est vrai aujourd'hui, mais demain on peut nous reprendre le pouvoir, demain ils peuvent envoyer une armée qui va nous détruire. S'il ne crée rien et qu'il est sûr de ce qu'il a, celui-là qui avant était un chômeur, aujourd'hui tient une partie du territoire qui lui fait 3 milliards par jour, s'il vient à la table des négociations, c'est parce qu'on dit de négocier, il ne peut pas dire non. Dans le fond, il ne souhaite pas d'accord. S'il vient à la négociation en ne souhaitant pas d'accord, ce n'est même pas la peine de commencer. Si vous êtes un médiateur, vous réalisez que vous êtes dans un rapport de force ou dans une configuration où l'une des parties de bonne foi ne peut jamais souhaiter qu'on trouve un accord, il faut d'abord trouver une solution à ça avant de vous fatiguer à négocier. Parce que sinon, vous perdez votre temps.
Ils ne diront jamais qu'ils ne veulent pas d'accord, mais ils tourneront en rond, ils ne feront pas des concessions, même si de manière surprenante les autres concèdent tout, ils trouveront des prétextes pour revenir, parce que dans le fond, ils ne veulent pas d'accord. Ils ne voudront d'accord que s'ils estiment qu'au-delà de ce qu'ils gagnent, ils prennent des risques, tels que quand même si on peut trouver un accord pour garder un peu, mais soit plus en sécurité, c'est mieux. Mais s'ils se sentent absolument forts, ne risquent rien, vous ne pouvez pas négocier avec eux. Et c'est là où, après l'importance de vouloir sincèrement un accord, vient le deuxième critère, un minimum d'équilibre des forces. C'est-à-dire que si les deux parties ne détiennent pas chacune quelque chose qui les rend forts et que l'autre partie a des raisons de craindre, il n'y a pas de négociation. Si je suis le plus fort, tu ne peux rien me faire, c'est clair, ni aujourd'hui ni jamais. Je ne négocie pas avec toi, je t'impose. Nous commençons à négocier, donc à tirer quand j'ai des choses, mais que je crains des choses de toi, et que toi aussi tu as des choses, mais que tu crains des choses de moi. Donc chacun de nous, tout en se sentant fort, se dit, mais je suis fort aujourd'hui, mais est-ce que je vais rester fort longtemps? Si on peut trouver un accord pour que je puisse dormir tranquille, c'est mieux que de devoir tout le temps surveiller ma force. Quand on est dans ce que j'appelle cet équilibre des forces, qui ne veut pas dire que les forces valent, mais qui veut dire qu'il y a au moins une force de chaque côté, on peut négocier parce que toutes les parties ont intérêt à un accord. Si vous voyez dans un pays où un dictateur commence à négocier, écoutez, quand un dictateur n'a pas de rebelles, il pense qu'il maîtrise tout, il ne négocie avec personne. Mais le jour où des rebelles commencent à marcher, ils prennent une ville, 2 villes, 3 villes, et qu'il se dit qu'à cette allure, il peut prendre tout le pays, là, il est prêt à négocier. Mais tant que personne ne lui a démontré qu'il est fragile, un dictateur ne négocie jamais. Prenez des pays comme le Tchad, la Centrafrique, consort, vous allez voir, on ne parle de négociation que quand les rebelles font une démonstration de force pour montrer que, on ne sait jamais, derrière l'apparence de force totale, nous avons la capacité de prendre le pays. C'est à ce moment-là qu'on négocie. Avant ça, il n'y a pas de négociation. Parce qu'à ce moment-là, l'autre partie qui est présumée intouchable, inattaquable, super puissante, découvre que les forces ne sont pas si disproportionnées que cela. J'ai quelque chose à perdre. Et on a vu dans des cas comme la Centrafrique qu'effectivement, il y avait quelque chose à perdre et il a eu tort de ne pas négocier plus tôt et de ne pas respecter les accords. Donc, l'équilibre des forces, la volonté de trouver un accord. Il faut ensuite que, soit si les deux parties négocient directement, soit s'il y a un médiateur, qu'il fasse preuve d'une grande sagesse dans la méthodologie de la négociation, parce que la qualité d'une négociation tient beaucoup à la méthode utilisée, à la sagesse avec laquelle la négociation est conduite. Et on doit savoir un certain nombre de choses. Une bonne négociation n'est pas celle dans laquelle quelqu'un sort totalement gagnant et l'autre complètement perdant. Dans une vraie négociation, il y a toujours gagnant et perdant, mais si vous êtes loin, vous saurez rarement qui est le vrai perdant, qui est le vrai gagnant. Parce que la bonne négociation doit faire gagner quelqu'un et sauver la face à l'autre. Les gens ne font de bonnes concessions en négociation que quand on leur sauve la face. Un exemple classique, c'est le cas de la conférence nationale au Bénin. Le général Kékou est sorti grand perdant de la conférence. Mais il est sorti en même temps plus grand héros de la conférence. Ce n'est pas par hasard. Le génie et la sagesse des gens comme de Souza ont veillé à ce que tout en le dépouillant, on lui sauve suffisamment la face pour l'aider à avoir le courage de partir et oublier sur le coup à quel point il perdait. Et ça marche toujours. Dans tous les autres pays, ils ont commencé des conférences nationales en annonçant au dictateur que la conférence nationale était convoquée pour le condamner à mort. Le gars au pouvoir, il a les armes. On convoque la conférence nationale comme au Mali, comme au Togo, en disant, bon, venez, conférence nationale, pour condamner à mort le général. Il y a des morts pour condamner à mort Traoré. Ça n'a marché nulle part. Parce qu'on ne peut pas ouvrir une négociation avec quelqu'un en décrétant que le résultat, c'est qu'il perd tout, il ne gagne rien. Surtout si la personne est toujours au pouvoir. Même si finalement il perd, il a quand même le pouvoir de tuer quelques personnes, de faire couler un peu de sang. Et entre nous, si que je me batte ou que je ne me batte pas, je vais mourir. Autant mourir les armes à la main. On ne peut pas ouvrir une négociation en proposant à quelqu'un, dépose les armes, viens qu'on t'exécute. S'il n'a pas d'armes, d'accord, mais quand il a des armes, pour qu'il dépose les armes, il faut lui dire qu'est-ce qu'il gagne à déposer les armes. Si c'est simplement ne pas mourir, autant mourir les armes à la main, au moins il garde une probabilité de vivre. Vous ne pouvez pas ouvrir une négociation en proposant à quelqu'un de venir négocier avec pour promettre que dans tous les cas, il soit perdant. Il ne viendra jamais, ou il ne jouera jamais le jeu. La bonne négociation est une négociation où on arrive à un point C comme point d'accord. La question c'est, est-ce que C est plus proche de A ou est plus proche de B? Une bonne négociation va par exemple nous faire arriver à un point comme ça, comme point d'accord. Ce point-là, je pourrais l'appeler A1 par exemple, parce qu'en réalité, ce point est plus proche de A que de B. Mais ce n'est pas A et ce n'est pas B. Ça veut dire que pour arriver là, A a dû concéder ça. B a dû concéder ça. C'est vrai que B a concédé beaucoup. Si on doit parler simplement, c'est B le perdant. Mais parce qu'on est là,
Si le médiateur ou le négociateur sait bien jouer, chacun dira, moi je n'ai rien perdu. Je ne voulais pas qu'on aille en A, on n'a pas été en A. Je ne voulais pas qu'on aille en B, on n'a pas été en B. Donc l'accord est acceptable. Comme on peut trouver un point d'accord qui est plutôt là par exemple, le point B1, là, c'est autre chose. Vous allez par exemple avoir A qui serait venu jusque là, B qui serait venu là. C'est pareil, ce n'est pas A, ce n'est pas B. Mais là, c'est plutôt B qui a gagné. Mais dans tous les cas, une négociation où on quitte A pour arriver B, comme point d'accord, où on quitte B pour arriver A comme point d'accord, est une mauvaise négociation. Elle sera toujours mise en cause. C'est les accords de paix où les gens partent en se séparant, bon, accord de paix, cesser le feu, et puis le lendemain, on a recommencé à tirer. Parce que ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas sage, même si c'était possible, parce qu'on est fort d'obtenir d'une des parties qu'elle concède ou qu'elle perde la face, qu'elle s'humilie. Pourquoi? Les parties en jeu dans une négociation sont très souvent, à quelques rares exceptions près, des représentants d'un certain groupe ou d'une certaine partie. Quand vous négociez avec quelqu'un, vous devez vous rappeler qu'après la négociation, quelle que soit votre capacité à influencer les gens et à obtenir des concessions, ils rentreront chez eux. Ils devront rendre compte à leur camp. Et si l'accord qu'ils ramènent est acceptable et que vous les aidiez, parce que parfois vous proposez à quelqu'un un accord acceptable, mais lui-même il n'est tellement pas convaincu de l'accord qu'il ne peut même pas aller convaincre son camp. Quand moi je négocie avec quelqu'un que je lui fais faire des concessions, quand je sais qu'il retournera dans un camp, c'est moi-même qui, même si je ne lui dis pas que c'est ce que je fais, lui donne les arguments qu'il utilisera une fois rentré chez lui pour convaincre son camp. Parce que si lui, je l'ai influencé et dit oui, mais je ne l'ai pas suffisamment équipé pour aller convaincre son camp, il s'en va et rentre compte, mais tu es un imbécile, comment tu peux accepter ça? Jamais tu es quoi? On ne va même plus t'envoyer. Tout ce que vous avez fait est vain. Donc quand vous arrivez à obtenir un accord de quelqu'un, vous devez lui sauver la face, l'aider à toujours se vanter, à être honoré, à ne pas être humilié. Parce que s'il est humilié, c'est son camp qui est humilié. S'il est humilié, donc l'accord sera remis en cause. Vous devez lui laisser des portes de sortie honorables et vous devez l'aider quand il rentre chez lui à convaincre son camp. S'il arrive à convaincre son camp, l'accord sera verrouillé définitivement. S'il échoue à convaincre son camp, même si lui il est d'accord, vous n'avez rien fait, tout recommence à zéro. Et c'est là où le bon négociateur, tout en cherchant à gagner, doit gérer la victoire de celui qui perd. Quand moi je fais une négociation, plus je sens celui qui négocie avec moi trop faible. Parce qu'il y a des fois, vous négociez avec des gens, vous sentez qu'ils sont tellement faibles que vous obtenez tout ce que vous voulez. À ce moment, des fois, je dis, j'appelle mon partenaire, par exemple, si je suis avec mon épouse, que je négocie, je demande aux gens de sortir, je dis, mais attention, tu es en train de lui demander, je donne un exemple. Vous appelez un fournisseur, vous voulez qu'il vous fasse un travail, parce que c'est un gars qui n'est pas très brillant, n'a pas été à l'école, il ne sait pas faire les calculs de coût de revient, vous obtenez de lui, pour un truc que vous savez, par exemple, avoir un coût de revient de 100 francs, et que vous avez toujours acheté à 200 francs, vous obtenez de lui parce qu'il n'est pas brillant, qu'il accepte de vous le faire à 50 francs. Vous êtes très content. C'est bon si vous voulez passer une commande avec lui. Mais si vous savez que vous allez commander souvent, que vous êtes tombé sur un petit affaire idiot pour accepter de faire ce travail-là à 50 francs, si vous le faites et vous le faites souvent, il va finir tôt ou tard par fermer. Ou s'il a un patron, il va finir par l'engueuler et le chasser. Vous n'en profiterez pas longtemps. Quand vous savez qu'on ne doit pas aller en dessous de 100 francs, qu'il est prêt à aller à 50 francs, vous dites, bon ok, moi je suis gentil, je te ramène quand même à 110 francs. C'est-à-dire que, on va y revenir tout à l'heure, mieux que la personne, vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans son camp pour mettre la balle là où il peut survivre. Parce que si vous allez trop loin, vous gagnez aujourd'hui, mais il va faire faillite. Supposons que vous ayez un vendeur de cartes de recharge, Libercom, MTN consort. Sur une carte de, je sais pas, 500 francs, les gars ne gagnent même pas 100 francs. J'exagère, ils ne gagnent même pas 8 francs, 10 francs, des bêtises comme ça. Alors, vous avez un ami qui est tellement naïf qu'il vous permet de lui demander des crédits par SMS. Et il vous envoie. Il vous envoie un crédit, vous ne vous dépêchez pas de lui envoyer l'argent, il doit vous appeler 2 ou 3 fois, donc à chaque appel, il doit dépenser plus que ça marche. Il doit prendre 1 million pour venir chercher son argent, parfois il va vous manquer, mais en réalité c'est qu'il viendra chercher 5 000, mais il a dépensé 1 000 francs. Mais les 5 000 qu'il est venu chercher ne sont pas son argent c'est peut-être 20 francs. Ça veut dire que même si lui, il n'a pas été assez à l'école, il ne réalise pas que quand il vous vend des cartes de 5 000 pour venir les chercher, il a dépensé 1 000 francs pour gagner 20 francs. Si vous êtes malin, vous saurez qu'au bout de 2-3 mois, il va faire faillite. Quand il renouvellera son stock de cartes 2-3 fois, il n'aura plus bientôt l'argent, il va mourir. Donc, dans votre propre intérêt, quand vous tombez sur un gars assez con pour vous faire de telles concessions, faites vous-même vos calculs et essayez de l'aider, même si vous ne lui dites pas, à ne pas faire faillite. Parce qu'il est dans votre intérêt d'entretenir un fournisseur assez bête pour ne pas connaître ses coûts en négociant avec vous. Vous savez où est-ce que je veux dire? Où est-ce que je veux dire? Moi, il y a des fois, un fournisseur me dit un prix et j'augmente. Ça veut dire que j'estime que, même si lui ne s'en rend pas compte, tôt ou tard, il est obligé de réaliser que ça ne marche pas. Il peut ne pas savoir pourquoi ça ne marche pas. Mais tôt ou tard, il va se rendre compte que ça ne marche pas. À ce moment-là, vous êtes perdant. Et quelque part aussi, c'est une malédiction que de priver l'ouvrier de son salaire. Même s'il est naïf, même s'il accepte, quand vous savez très bien qu'il est impossible de s'en sortir avec ce qu'il vous concède, vous devez profiter de sa tendance à la concession pour obtenir quelque chose de mieux, mais quelque chose dans votre camp. N'abusez pas de la faiblesse de quelqu'un.
Parce qu'en le faisant, vous tuez quelqu'un qui est prêt à vous concéder des choses que beaucoup de gens ne vous concéderaient pas. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc, le vrai négociateur va donc toujours chercher à avoir un point d'accord qui est très proche de sa position, aussi éloigné que possible de la position de l'autre. Mais si moi je négocie, que vous me demandez de venir exactement à ma position, j'ai peur immédiatement parce que c'est une mauvaise position par définition. Si elle n'est pas mauvaise aujourd'hui, elle sera mauvaise demain. Parce qu'il faut trouver des accords qui ne sont pas, qu'on ne peut pas remettre en cause. Pour qu'un accord ne soit pas remis en cause, il faut qu'il y ait un minimum d'équilibre, un minimum de choses qu'on concède à chaque partie. Et donc, je donnais l'exemple de la conférence nationale. Qu'est-ce qui a fait le succès? Première chose, ça a commencé sans que le concerné ne sache où on allait. Les grandes révolutions ou les grandes réformes de ce genre ont une caractéristique. Chaque fois que vous dites à un homme, venez, nous allons tout révolutionner, il dit non d'abord. Personne n'accepte qu'on l'invite à tout remettre en cause. Il vous dira toujours non d'abord. Mais il y a une technique qui marche. Ce que tu fais est parfait. C'est tellement bon qu'il faut que ça dure. Mais toi-même, tu vois qu'il y a des problèmes, ça ne peut pas durer longtemps comme ça. Viens, nous allons faire quelques petites retouches pour que ça continue comme ça, sans que les gens ne cassent tout. C'est ce qu'on a dit à Kérékou pour qu'il commence les négociations. On ne lui a jamais dit de venir, la conférence va être souveraine, et puis on va abroger tout, on va supprimer tout. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien. C'était une conférence pour voir comment faire continuer le régime tout en calmant les tensions. Et ça, il n'y a pas de problème. Le gars vient à la table des négociations. Et ensuite, on lui faisait faire un pas après l'autre. Chaque pas était âprement négocié, mais chaque pas respectait les règles que je disais. C'était ça qui disait, bon, ça vaut le coup. Le problème, c'est qu'après avoir fait 3 pas, il se rend compte qu'il est plus proche de la sortie que du système. Car à ce moment où vous dites, sors carrément mon gars, il veut, il ne veut pas, il réalise que finalement, ce qu'on dit là, j'ai déjà fait ça. Pourquoi pas? Surtout si à ce moment-là, il va commencer à avoir quelques peurs. Qu'est-ce que je deviens après? Qu'est-ce que je fais de mes gars? Comment si? Et tel dossier, et tel et tel. Si le médiateur est capable à ce moment-là de le rassurer sur ça, le gars sort tranquillement, boulot terminé. Et ça suppose que dans une négociation, il faut que chaque partie ait un objectif clair. On doit toujours savoir qu'est-ce qu'on vise. Et ce qu'on vise n'est pas toujours ce qu'on croit à première vue. Quand un régime est mauvais, on ne fait pas des négociations pour tuer le chef ou pour le punir, ça ne sert à rien. Le plus important, que le pays soit sauvé, soit libéré. Pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait à la conférence nationale, il a fallu que De Souza et, je crois, les gens globalement inspirés par l'Esprit de Dieu aient la sagesse de comprendre que l'objectif de punir à tout prix les coupables n'avait aucune valeur, n'était d'aucune utilité. Ça ne sert à rien de poursuivre cet objectif-là, de compliquer les choses. Ça ne rapporte rien à personne que quelque soit puni. Ce qui est utile, c'est qu'est-ce que demain sera. La conférence a donc eu la sagesse de se concentrer sur qu'est-ce que demain sera comme objectif, plutôt que comment je me venge. Il y a donc des choses qui ont été possibles, des manœuvres qui ont été possibles, des stratégies qui ont été, je dirais, efficaces parce que l'objectif le permettait. Si l'objectif était de dire on va le tenir, on va lui marquer le coup, il ne faut pas le lâcher, il doit payer à tout prix, la conférence ne se serait pas terminée comme elle s'est terminée. Nous n'en serions peut-être pas là aujourd'hui. Il faut donc que quand vous négociez, vous soyez capable de laisser tomber les questions d'orgueil, de susceptibilité, de candidaton, de passion, pour vous demander, dans le fond là, quel est l'essentiel? Qu'est-ce que je dois obtenir de cette négociation-là? Avant d'aller à la table des négociations, chacun doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'il vise. Et dans ces objectifs, il y a 3 niveaux. Quel est le maximum que je souhaite? C'est-à-dire l'idéal. Si je suis vraiment un vénard et puis comme on n'a jamais vu là, quel est le mieux qui puisse m'arriver? Vous devez le définir clairement. Deuxième chose, si ce n'était pas le cas et que je devais me contenter de quelque chose d'acceptable, mais je suis quand même content, quel est le niveau raisonnable, quelle est la moyenne, quel est le niveau médian de ce que j'espère? Et troisième chose, quel est le pire, c'est-à-dire le niveau en dessous duquel je préfère me lever de la table de négociation que je signe un accord? Vous ne communiquez pas ces 3 informations à l'autre partie, bien sûr. Encore que si c'est de bons négociateurs, ils sont censés avoir une idée de certaines de ces informations. Mais il est important pour vous-même qui négociez de savoir à partir de quel niveau il vaut mieux mourir que d'accepter ça. Qu'est-ce qui est souhaitable? Et bien entendu, au-delà du souhaitable,
négociation sans savoir cela. Et c'est valable dans tous les domaines, y compris dans le domaine de la vie de tous les jours. Si vous commencez par exemple une négociation avec votre épouse ou avec votre mari, comme ça arrive dans beaucoup de couples, dans toute négociation, dans toute discussion, il y a toujours une question en filigrane. Et comme je dis souvent aux gens, quand on a peur, on se pose un certain nombre de questions. Dans la négociation, comme il y a des choses qu'on dit, il y a toujours la peur de perdre. Quelles sont les questions qu'on se pose en cas de négociation? Ou en cas de peur plus généralement. De quoi ai-je peur? Première chose. Deuxième chose, c'est quoi le pire qui pourrait arriver par rapport à ce dont j'ai peur? De quoi ai-je peur? 2. Quel est le pire qui pourrait m'arriver? 3. Que ferais-je si le pire arrivait? 1. De quoi ai-je peur? 2. C'est quoi le pire qui puisse arriver? 3. Que ferais-je si le pire arrivait? La réponse à la question que ferais-je si le pire arrivait détermine comment vous vous comportez dans la négociation. Si vous êtes par exemple marié, et là ça arrive par exemple par beaucoup d'hommes de Dieu, je connais beaucoup de pasteurs dont les couples sont un véritable enfer. Pourquoi? À cause de ce principe. Si vous commencez une négociation et que pour une raison, vous décidez que quoi qu'il arrive, le scénario de la sortie est exclu et que l'autre partie sache que quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes son joueur, il n'y a plus de négociation. Si dans un couple, parce que vous êtes pasteur ou homme de Dieu, votre épouse sait que quoi qu'elle fait, quel que soit le degré de ce qu'elle fait, quel que soit son esprit de rébellion, son entêtement, il est exclu, il est impossible que vous fâchiez, que vous partiez. Ce n'est plus un mariage, c'est un enfer. Et ça arrive à beaucoup de gens. C'est comme dans des relations de travail. Si vous devez travailler quelque part, vous avez un contrat, et l'autre partie sait que vous avez tellement peur que le contrat se termine, que vous êtes prêt à tout, vous n'êtes plus en situation de partenariat ou de négociation. Vous êtes un esclave. Ce n'est même pas la peine de réclamer des droits quand on sait très bien que lorsque vos droits ne sont pas respectés, vous ne pouvez pas vous fâcher faire quelque chose. Regardez à l'échelle internationale. En général, quand les États-Unis émettent un point de vue, ce point de vue a toujours un poids et compte. Quand par exemple la France émet un point de vue, en règle générale, on en parle beaucoup, mais ça n'a jamais influencé personne. Pourquoi? Parce que quand les Américains émettent un point de vue, on sait que si ce point de vue n'est pas respecté, qu'ils le veulent, ils sont capables en quelques heures de frapper et d'obtenir ce qu'ils veulent. Mais on sait aussi que là où la France parle, la France a beaucoup plus de mal à se mobiliser, à se lever et à frapper parce qu'on ne l'a pas écouté. Ça change tout à l'influence que vous avez dans un rapport de force. Quand on sait que si vous vous fâchez, vous pouvez faire quelque chose, ce n'est jamais comme quand on sait que si vous fâchez, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi depuis on parle avec la Syrie? Pourquoi depuis on parle avec la Corée du Nord alors qu'on aurait pu les bombarder? Parce qu'on sait que ce n'est pas sûr, ce n'est pas certain, mais ils ont peut-être la capacité de se fâcher, d'appuyer sur le bouton de la bombe atomique. Et que même si on va finir par les tuer, quand même il y aura pas mal de dégâts avant. C'est pour ça qu'on négocie avec eux depuis, sinon il y a longtemps qu'on les aurait bombardés, on n'en parlerait plus. On appelle ça le rapport des forces. Dans la vie, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de malin, il n'y a pas de discussion sérieuse. Quand vous n'avez rien, qu'on peut craindre de vous quand vous vous fâchez. Non, on ne négocie pas quand on ne peut pas dire, attention, si tu ne le fais pas, voilà ce que je vais faire. J'insiste beaucoup sur ça. Même dans les relations de couple, même avec vos enfants, il faut garder toujours quelque chose qui compte dans le rapport de force. S'il n'y a rien dans le rapport de force, l'autre même de bonne foi va vous mépriser parce que c'est humain de mépriser ce qui n'a aucun poids pour contrebalancer. Si vous êtes un employé, on doit pouvoir se dire, ce petit-là, je ne l'aime pas, mais il vaut tel un chiffre d'affaires. Si je le vis, en tout cas avant de le viler, il faut que je prépare quelqu'un qui va faire son chiffre d'affaires. Mais si vous êtes là, vous n'êtes pas là, vous êtes en congé, vous n'êtes pas en congé, on ne se rend même pas compte que vous êtes absent parce que vous ne valez rien.
au premier saut d'humeur, on vous vit et on sait que rien ne se passera. D'accord? Donc, c'est important ces petits détails du rapport de force. Et donc, la négociation. Quelqu'un a demandé quelle est la différence entre la négociation et le marchandage. La négociation, c'est l'art, c'est toute la stratégie, c'est tous les moyens. Je vous précise, il y a des négociations qui durent des années. Vous avez posé une question, je reviens tout à l'heure. Quand, par exemple, quelqu'un veut vendre un Airbus à la Chine, des fois, ça se négocie pendant 10 ans. 10 ans de négociation avec des millions et des milliards dépensés. Donc, la négociation, c'est une batterie de choses, de systèmes, de stratégies, de choses par lesquelles, partant d'un point A et d'un point B, on essaie d'arriver à un point d'accord aussi proche que possible de ce qu'on souhaitait. Quelle est la différence entre le marchandage et la négociation? Je vous conseille, soit dit en passant, de regarder ou d'aller regarder vendredi et samedi prochain au CCF, ou bon, ils appellent ça maintenant Institut français, pièce de Tola Koukoui, 9 hommes et 3 femmes en colère. L'histoire de ce film, moi, c'est le film original s'appelle 12 hommes en colère, qu'il a adapté. J'espère qu'il va le réussir. Moi, c'est l'un des films qui ont changé ma vie. Je l'ai regardé, je n'avais pas 10 ans. Et c'est un film que mon père utilise beaucoup dans la négociation. Le scénario de ce film, c'est quelqu'un qui est accusé, un jeune homme qui est accusé d'avoir tué son père. Et donc, il y a la cour d'assises qui a été convoquée avec 12 jurés. Et dans une cour d'assises, après l'exposé des faits, les avocats et consorts, ils doivent voter pour décider s'il est coupable ou innocent, à la majorité. Au début de la cour d'assises, donc de leur huis clos, et c'est quand les enferment dans une salle, ils doivent s'entendre avant de sortir. C'est un peu comme pour l'élection du pape. Donc, au début de leur débat, 11 des 12 jurés étaient convaincus que le jeune avait tué son père parce que les éléments l'accablaient, sauf un seul qui croyait qu'il était innocent. Tout le film, c'est comment minutieusement, en détail, par des stratégies, par des argumentations, par des questionnements, le seul a rallié un à un, les 11 autres à sa cause. À la fin, ils étaient 11 contre 1 à penser que le jeune était innocent. Ce film est extraordinaire. J'espère que la pièce de théâtre est extraordinaire parce que c'est lui qui m'a le mieux démontré dans ma vie quelle est la différence entre ce qu'on appelle le marchandage et la négociation. Le marchandage, c'est ce que les femmes font à Topa, au marché. Quelqu'un dit qu'il veut vendre son produit à 1000 francs, elles ne réfléchissent rien, elles ne font aucun calcul, elles divisent le prix par 2 pour commencer. On dit 500. Et puis l'autre va commencer à dire non, pas 500, elle va dire 600, non. Et puis on dit, sans que ça ne corresponde à rien de logique. Mon épouse est championne en ça, je dis ça tout le temps. C'est du marchandage qu'elle fait à Topa. Des fois même tu as pitié déjà avec elle négocie parce que les chiffres avancés ne correspondent à aucune logique. Ils présument simplement que si quelqu'un dit tel prix, en règle générale, on peut diviser par 2. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anecdotes. Quand vous allez par exemple au Sénégal, quelque chose qui coûte 50 francs, le Sénégalais peut te dire 20 000, si c'est que tu es un étranger. Si tu es un Béninois, quand tu arrives à l'obtenir à 7 000, tu es très content. Tu penses que tu as déjà fait grand chose parce que tu as eu plus que la moitié. Jusqu'au jour où tu découvres que c'est 50 francs. C'est la conséquence du marchandage. Une autre conséquence du marchandage, quand nous allons à Lomé, elle me raconte souvent, dommage elle n'est pas là, que quand elle va marcher, les gens disent le prix, elle dit en même temps sa division par 2. Elle dit, vous là, ça c'est le cotonois ça. Et mais comment vous savez, c'est vous à Cotonou qui joue avec cette histoire-là, à diviser les prix par 2. Ici à Lomé, quand quelqu'un major trop son prix c'est 500 francs, personne ne négocie un prix au-delà de 500 francs ici. Donc vous les cotonois, allez vous faire foutre. Pour vous montrer que le marchandage, c'est subjectif, c'est du marchandage, c'est-à-dire, quelqu'un dit, et puis bon, on dit ce qu'on veut, je suis tyran, on va voir selon les humeurs, selon qu'il a très envie, moi je n'ai pas beaucoup envie, selon qu'il a faim ou il n'a pas faim, bon peut-être il va me faire une concession. Ça c'est le marchandage. Ça marche, ça ne marche pas, c'est un jeu de hasard quasiment. C'est pas ça la négociation. La négociation, c'est technique. Parce que pour bien comprendre la négociation, il faut prendre des grandes négociations. C'est là où on voit un peu en grandeur nature les petites subtilités. Bon, s'il s'agit de négocier pour acheter un portable, ce n'est pas toujours évident. On négocie, mais les enjeux sont moins évidents. Il y a des négociations dans lesquelles les gens se tuent. Il y a des négociations dans lesquelles vous n'avez pas idée de tout ce qui se passe dans les négociations. Donc, la négociation, c'est vous voulez acheter un avion. Le fournisseur dit par exemple 3 milliards. Comment vous l'amenez de 3 milliards à 2 milliards? C'est pas, on parle d'avion, vous ne pouvez pas faire comme ça, acheter 3 milliards, non, 1 milliard, c'est que vous allez commencer à discuter. Ça ne va pas se passer comme ça. Pour faire une négociation, il faut d'abord, si je prends ce cas rapidement, regardez vous qui voulez acheter là. Quels sont les enjeux pour vous? D'abord, c'est un avion qui va être utilisé par exemple sur une ligne commerciale. Qu'est-ce qu'il va rapporter? Combien de passagers on prend?
Combien les passagers payent en moyenne? Qu'est-ce que l'avion coûte en carburant? Qu'est-ce qu'il coûte en droit d'atterrissage? Il faut faire des calculs scientifiques pour savoir que pour que l'avion soit, par exemple, rentable, il faut qu'en termes de taux d'amortissement de l'avion, par exemple, un vol ne coûte pas, je ne sais pas, plus d'1 million, par exemple. Pour qu'un vol coûte plus d'1 million, sachant que l'avion va voler tel nombre d'heures, il faut qu'on ne l'ait pas acheté plus de tel million. Si on l'a acheté à tel nombre de milliards, c'est dans la moyenne. Si c'est en dessous, nous allons faire des profits. Si c'est au-dessus, ce n'est plus rentable. Vous devez avoir des chiffres scientifiques qui établissent ça d'abord. De telle sorte qu'au-delà de ce que l'autre dit, vous devez savoir pour vous là, à quel prix un avion est rentable. Et à tel prix c'est rentable s'il a au moins tel nombre de places. Mais s'il a tel nombre de places et qu'il consomme un peu moins, je donne un exemple. Écoutez, quand vous prenez par exemple les véhicules, c'est l'une des erreurs que les gens font en négociation. Il faut faire la différence entre ce qui est cher à l'achat et ce qui revient cher. C'est deux choses différentes. Un produit peut ne pas coûter cher à acheter, mais revenir cher. Quand un produit peut coûter cher à acheter et ne pas revenir cher, revenir moins cher. Je donne un exemple. Vous prenez une voiture Toyota, ça vous coûte cher à acheter. Aujourd'hui, plus cher qu'une Mercedes. Mais ça revient moins cher. Ça ne consomme pas, les pièces coûtent 1000 francs, 2000 francs, 3000 francs. Là où la même pièce se gâte en Mercedes, vous dépensez 300 000 francs. Ça veut dire que sur une durée d'1 an ou 2 ans, la Mercedes qui vous a peut-être coûté 5 millions alors que la Toyota équivalente vous coûtait 10 millions, va vous coûter peut-être 2 millions en réparation, là où la Toyota va vous coûter 200 000. La question c'est qu'est-ce qui est le plus rentable? Selon aussi que vous êtes liquide au moment d'acheter ou que vous n'êtes pas liquide, que vous avez une voiture en très bon état, que vous avez de bonnes voies, il y a une série de choses à intégrer pour dire mais à quel niveau ça vaut le coup pour moi? Mais si vous ne regardez que le prix d'achat, vous allez tomber dans des pièges. L'un des pièges les plus courants, c'est ce qui fait dire à quelqu'un qu'il existe toujours un moyen de produire beaucoup plus mal pour vendre un peu moins cher. Écoutez bien, il existe toujours un moyen de produire beaucoup plus mal pour vendre un peu moins cher. Les personnes qui en toute chose considèrent que les prix sont les justes victimes de cette politique. Ça veut dire quoi? Je dis par exemple que je vais te livrer par exemple, une tonne de ciment à 100 000. Et comme tout le monde, si je te livre, c'est que c'est moi qui livre, je décharge et tout ça. Tu veux à tout prix que je te ramène le prix, par exemple, à 90 000. Je dis non, c'est un prix comme ça, tout ça. Tu dis. Je dis, mais oui, mais après, on va quand même prendre le véhicule, on va te livrer, charger. Je dis non, si c'est ça, il n'y a pas de problème. J'ai mon propre véhicule, j'ai mes ouvriers, je peux les envoyer chercher. Je dis, tu es sûr? Il dit oui, d'accord. Donc, tu es d'accord pour prendre ça à 90 000 sans livraison? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Parce que lui ne voit que le fait qu'il a gagné 10 000 francs. Alors que si on fait le calcul, au prix du carburant aujourd'hui, au prix qu'il va payer à ses ouvriers pour charger le ciment, ce qu'il va leur payer là-bas pour décharger le ciment, l'argent que les policiers vont leur prendre en chemin, les pneus qui vont s'éclater, la location s'il devait amortir le coût de son camion, le coût de livrer dépasse peut-être 20 000, peut-être 25 000 en réalité. Ça veut dire que celui qui te concède la tonne de ciment à 90 000 francs sans livraison est gagnant plutôt que de te le livrer à 100 000 francs. Donc toi qui as accepté de prendre ça à 90 000 francs avec les autres charges, c'est qu'en réalité ta tonne de ciment peut-être revenue à 115 000. Mais comme tu ne débourses pas les 25 000 francs là le jour, tu passes commande, tu penses que tu es gagnant. Si tu fais ça sur 1000 tonnes, tu vas faire faillite en pensant que tu as eu un bon prix. Et si le vendeur n'est pas malin, il va tirer avec toi. Si c'est moi, dès que je vois que c'est ça, tu viens dire, tu es sûr que tu ne veux pas ça? Parfait, je te donne. Parce que moi, je connais mes chiffres. C'est-à-dire que pour négocier, il faut connaître la valeur des choses. Quand je veux négocier la livraison, moi, le négociateur, je dois connaître par cœur. Quand je fais 1 km avec mon camion, ça me coûte quoi? Si je dois amortir mon assurance, ma visite technique, ça me coûte quoi? Le chauffeur, les manutentionnaires qui doivent charger. Je dois pouvoir savoir quand nous parlons que coûte chaque option que je fais. Dans les négociations, souvent les gens discutent des choses sans savoir par cœur quelle est l'incidence de chaque option faite. Ça fait que parfois dans les négociations, les gens sont tellement accrochés au prix que quand tu leur concèdes le prix, ils sont prêts à céder beaucoup d'autres choses. Parce que dans une négociation, on cède toujours quelque chose pour avoir quelque chose. Quand vous ne savez pas faire, vous cédez 10 pour avoir 2. Parce que vous ne connaissez que la valeur de 2, vous n'avez pas appris à calculer la valeur des 10. C'est ces choses-là qui se passent en négociation. Donc, dans le marchandage, on tire les prix aveuglément. Dans la négociation, on étudie chaque option. En quoi ça nous arrange? Qu'est-ce que ça implique pour soi? Et on fait la même étude pour l'autre. Et à partir de ce moment, on commence à travailler pour trouver un point d'accord qui maximise nos intérêts tout en étant tenable pour l'autre. Je donne un exemple. Vous pouvez par exemple vouloir, acheter par exemple une voiture. Et on vous dit non, c'est 3 millions ou rien. Je donne un exemple. Et dans son argumentation,
Le gars vous dit par exemple, bon, c'est parce qu'il y a des jantes alu, c'est parce qu'il y a des pneus c'est pas des pneus neufs. Vous dites, mais toi là, entre nous, tes pneus neufs et tes jantes alu là, tu les évalues à combien? Il dit par exemple 1 million, ou bien il dit par exemple 600 000. Il dit parfait. Donc si je ne veux pas tes pneus, pas tes jantes alu, tu me les fais à 2,6 millions, ou bien 2,4 millions? Il dit oui. Oh, vous peut-être, vous êtes dans les pneus, vous avez peut-être un autre véhicule qui était là, vous avez des jantes alu qui étaient là, vous avez un ami qui est dans les pneus, qui pneus Jean Toureni, vous allez peut-être l'avoir à 200 000. Ou peut-être que vous n'avez rien à cirer des pneus de 600 000, vous pouvez trouver des pneus de 200 000 et avoir votre voiture. La négociation consiste à dire, ok, garde tes pneus, livre-moi la voiture à 2,4 millions, je me débrouille pour les pneus. Je prends la voiture à 2,4 millions, je me mets